Bien. Donc je voudrais commencer par faire quelque chose qui est une sorte d'aveu et qui concerne l'inquiétude qui a été la mienne lorsque, ayant accepté de consacrer l'une de nos séances à cette thématique de la bonne foi, je me suis dit tout simplement, mais enfin, qu'est-ce que j'ai fait là? Pourquoi j'ai accepté ce thème? Qu'est-ce que je peux bien avoir à raconter là-dessus? Et mon problème tenait moins en fait à un problème de contenu qu'à quelque chose d'un peu différent, qui tenait par exemple au fait que on semble avec la bonne foi dans le vocabulaire d'une sorte de psychologie élémentaire, assez éloignée semble-t-il, a priori en tout cas, de la rigueur qu'on attend des concepts philosophiques. Pour le dire autrement, pas sûr que l'idée de bonne foi, que la notion de bonne foi puisse être érigée à la dignité d'un concept philosophique. Deuxième difficulté, je me suis dit, bon, la bonne foi, très bien, mais pourquoi pas la mauvaise foi, après tout? Est-ce que je peux penser l'une sans l'autre, et pourquoi privilégier l'une plutôt que l'autre? Et la confusion était telle d'ailleurs que j'avais commencé depuis quelque temps à travailler sur la mauvaise foi quand je me suis rendu compte que mon sujet, c'était pas la mauvaise foi, c'était la bonne foi. Donc, deuxième difficulté qui m'attendait au tournant. Puis la troisième, quand on est philosophe et que on a quelque chose à faire sur la bonne foi, la tentation la plus simple, c'est de se jeter sur la seule ressource classique à peu près disponible, et qui est l'analyse sartrienne de la mauvaise foi. Et donc, il y avait là encore pour moi une sorte de difficulté supplémentaire. Comment ne pas simplement répéter la leçon de Sartre? Et si je ne répète pas la leçon de Sartre, comment construire quelque chose qui puisse valoir par lui-même, indépendamment de cette tutelle, en quelque sorte, quand même, un petit peu massive. D'ailleurs, je voudrais aussi profiter de l'énoncé de cette difficulté, le caractère un petit peu attirant de la référence sartrienne, pour rappeler aussi aux étudiants quelque chose qui est fondamental en philosophie: ne jamais se jeter sur les références, et je sais que ça va en faire sourire quelques-uns qui connaissent la formule par cœur, mais enfin, ne pas se jeter sur les références comme la misère sur le pauvre monde. À commencer par penser vraiment les notions auxquelles nous sommes confrontés, les étudier pour elles-mêmes, en oubliant méthodologiquement, pendant quelque temps au moins, le poids des références et l'étendue, toujours relative, de notre culture philosophique. Et donc je vais bien commencer par là, par le plus simple, par une simple mise à plat de ce que semble nous dire cette expression, donc la bonne foi. C'est bien par elle que je vais commencer, et non pas par la mauvaise foi. La bonne foi, au sens courant, c'est une qualité que l'on reconnaît à quelqu'un qui semble adhérer à ce qu'il dit. Je suis donc de bonne foi quand ce que je dis semble correspondre en tout cas à ce que je crois. Et on se rend bien compte qu'il y a d'emblée une affaire de croyance, et que le mot foi n'est peut-être pas là par hasard dans cette expression. Être de bonne foi, pour le dire autrement, c'est à la fois croire à ce que l'on dit et croire à la valeur de mes explications. Si quand je m'explique je suis de bonne foi, c'est que je considère mes explications comme légitimes et susceptibles d'être admises. À ce titre-là, semble-t-il, le contraire de la bonne foi serait la duplicité. L'individu auquel on reprocherait sa duplicité serait celui qui ne donnerait pas l'impression de croire vraiment à ce qu'il dit, ou dont les explications nous sembleraient si confuses, si stratégiques,
eh bien qu'on aurait du mal à admettre qu'il puisse lui-même les considérer comme satisfaisantes. À ce titre-là, donc, la bonne foi serait une figure de l'honnêteté intellectuelle, l'honnêteté morale, cette vertu qui me dispense de duplicité et qui me permet de faire un, d'adhérer pleinement avec le discours qui est le mien. Pourtant, dès qu'on y regarde de plus près, on se rend compte que les choses sont quand même un peu plus complexes. Ne serait-ce que pour une raison tout à fait étrange, c'est que la bonne foi, en dépit des apparences, n'est pas une vertu, qu'elle n'est pas considérée comme une vertu. Et je ne veux pas dire seulement par là qu'elle ne fait pas partie du catalogue traditionnel des vertus, cardinales ou ordinaires. Je ne veux même pas dire seulement par là, par exemple, j'écoutais ce matin à la radio André Comte-Sponville qui était interviewé sur un vieux bouquin, vous avez peut-être lu, Le Petit Traité des Grandes Vertus. Puis j'en ai profité, je me suis dit, tiens, c'est vrai, j'ai regardé dedans, rien sur la bonne foi. Donc ni une vertu cardinale comme la justice, le courage, ni une vertu ordinaire. Couramment, elle n'est pas considérée au nombre des vertus, mais pour une raison qui me semble après tout à fait légitime. C'est qu'en général, la bonne foi vaut comme excuse, et comme excuse par rapport à une erreur. Si je dis à l'un d'entre vous, d'accord, j'admets que vous êtes de bonne foi, ça ne veut pas dire d'abord que je lui reconnais une vertu d'un type particulier. Ça veut dire que je reconnais qu'il s'est trompé, mais qu'enfin, je peux bien lui reconnaître quelques excuses parce qu'au moins, il est de bonne foi. Dans le meilleur des cas, la bonne foi, ou la mention de la bonne foi, vaut donc comme une circonstance atténuante. Se tromper de bonne foi, dire des bêtises de bonne foi, s'empêtrer dans ses explications en étant de bonne foi, ce serait simplement un peu moins grave que de faire la même chose en étant de mauvaise foi. Si la bonne foi n'est pas une vertu, c'est qu'elle n'a donc pas de rapport immédiat, contrairement à l'adjectif qui ouvre cette notion, bonne, elle n'a pas de rapport immédiat avec le bien. Ou disons-le autrement, la bonne foi n'est pas un bien. Si je suis le fil de mon propos, elle est, dans le meilleur des cas, un moindre mal. Encore une fois, on peut dire de quelqu'un qu'il a fait une erreur, mais il était de bonne foi. Alors, si à partir de ces remarques préalables, on veut essayer d'avancer un peu, on peut s'attacher non plus au sens courant de l'expression, comme je viens de le faire, et aux conditions, au contexte général dans lequel on a recours à cette formule, mais on pourrait s'attacher aux mots eux-mêmes. Dans l'expression bonne foi, ça tombe bien, elle est assez courte, un adjectif, un nom. Il y a donc quelque chose qui est de l'ordre de la foi. Je le disais tout à l'heure, si on prend cette formule au sérieux, la bonne foi doit avoir quelque chose à voir avec ce qui est de l'ordre de la croyance. Il faudra voir quoi. Il y a bonne, très bien, et la question qu'on pourrait donc se poser, mais c'est qu'est-ce qu'il y a de bon dans la bonne foi? On peut déjà répondre provisoirement que ce qu'il y a de bon dans la bonne foi, ce n'est pas le contenu de cette foi, puisque justement, quand je suis de bonne foi, ce que je crois est faux. Donc, ce qui est bon dans la bonne foi, ce n'est pas le contenu même de ce que je crois, ce n'est pas ce que je crois, ce n'est pas l'objet de ma croyance. Ce qui est bon dans la bonne foi, c'est simplement mon souci ou ma conviction d'être sincère. J'ai le souci d'être sincère ou je suis convaincu que je le suis. Au fond, la seule chose reconnue comme bonne dans la bonne foi, c'est encore une fois que ce que je dis correspond à ce que je crois. La bonne foi, là encore, apparaît donc bien comme une vertu par défaut. Faute de pouvoir dire ce qui est, faute de pouvoir dire la vérité, eh bien, au moins que je sois de bonne foi. Notons quand même qu'une vertu par défaut, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'un défaut de vertu.
Si la bonne foi n'est pas tout à fait une vertu, on ne saurait considérer celui qui est de bonne foi comme celui qui, par là, serait victime d'un défaut radical de vertu. En vertu étrange, qui n'en est pas tout à fait une, vertu étrange qui est dans le meilleur des cas un moindre mal. Une vertu qu'on pourrait donc appeler privative, ou négative, comme vous voudrez. Je veux dire par là que c'est une vertu qui n'apparaît comme vertu qu'en manifestant ce qu'elle n'est pas. Est de bonne foi celui qui ne veut pas tromper, qui ne cherche pas à mentir, à tricher, à corrompre, qui ne cherche pas à se camoufler ou à se cacher derrière des arguties. Mais alors, si la bonne foi n'est pas tout à fait une vertu, ou si elle n'est vertu qu'en tant que vertu privative, on doit en tirer peut-être une conséquence assez étonnante et inattendue, c'est que son contraire, la mauvaise foi, n'est peut-être pas tout à fait un vice. Vous êtes en train de vous dire, ça y est, il va nous faire un numéro de sophistique. Et il va réussir à nous faire une apologie de la mauvaise foi à la façon des sophistes les plus retors de l'Antiquité. Non, en fait, je crois que je suis assez sérieux. Si la bonne foi n'est pas tout à fait une vertu, il n'y a pas de raison que la mauvaise foi soit tout à fait un vice. Et je voudrais d'ailleurs vous faire remarquer que la mauvaise foi, même dans l'usage courant de l'expression, est rarement dénoncée comme un vice grave. Elle est plutôt en général vue, considérée, comme un signe de ruse un peu amusant et qui suscite parfois notre indulgence, assez souvent la mienne, je le reconnais. Bref, dire de quelqu'un qu'il est de bonne foi, ce n'est pas lui faire honneur de manière exceptionnelle, mais dire de quelqu'un qu'il est de mauvaise foi, ce n'est pas très affamant. On dit assez souvent à ceux avec qui on s'entend bien, lorsque l'on discute avec eux, lorsque l'on n'est pas d'accord avec eux, qu'ils sont de mauvaise foi. Il est rare qu'ils s'en sentent considérablement insultés. Bref, la mauvaise foi aurait à voir avec une stratégie psychologique pour se barricader derrière ce qu'on fait mine de croire. Dans la mauvaise foi, on est aussi dans la croyance, on est aussi engagé dans un ordre qui est celui du croire, mais au fond, on se camoufle derrière ce qu'on donne l'impression de croire sans y croire vraiment. Ce serait ça la mauvaise foi, par opposition à la bonne foi. Mais alors ça veut dire que, là aussi, la conséquence est tout à fait étonnante, que en dépit de ce qu'on pourrait croire spontanément, il y a une duplicité inhérente, non seulement à la mauvaise foi, mais à la bonne foi. Il y a une duplicité évidente dans la mauvaise foi, c'est que ce que je dis, je ne le crois pas vraiment, très bien, mais il y a une duplicité inhérente à la bonne foi elle-même, puisqu'elle consiste en une croyance, en ce que je dis, qui ne peut fonctionner que si j'arrive à me faire croire que je crois vraiment à ce que je dis. Dans les deux cas, au fond, il y a un croire qui, dans la mauvaise foi, n'est pas à se faire croire. Je n'y crois pas tout à fait à ce que je dis. Et dans la bonne foi, il y a un croire qui prend la forme étrange d'un se faire croire. Il faut que je me fasse croire à moi-même que je crois vraiment ce que je dis. La duplicité est aux deux niveaux. La mauvaise foi comme la bonne foi engage donc la possibilité d'un faire croire, qui pour la bonne foi est un faire croire à soi, et qui pour la mauvaise foi est un faire croire à autrui. Mais pour que ça marche, on le verra, dans un cas comme dans l'autre, il faut que ce faire croire soit en même temps
un se faire croire. C'est-à-dire une manière de s'y croire, hein, comme dirait une sorte de vocabulaire courant aujourd'hui. Si je ne m'y crois pas d'une certaine manière dans ce que je dis, que ce soit vrai ou faux, et quand bien même je sais que c'est faux, au fond, ma mauvaise foi risque d'être assez inefficace. Elle ne trompera véritablement personne. Cette duplicité, je ne voudrais pas qu'on se dépêche de lui donner un sens moral, comme si elle était simplement une figure de la fourberie. Cette duplicité, avant d'être un éventuel vice, il faudrait quand même se rendre compte qu'elle est au cœur de bien des stratégies sociales, les stratégies du rapport à autrui. Nos rapports à autrui sont quand même rarement des rapports de pure transparence qui nous engagent dans des relations de croyance qui seraient elles-mêmes parfaitement lucides, naturelles, spontanées et ouvertes. Mais si cette duplicité est au cœur des stratégies sociales, si elle est au cœur du rapport à autrui, eh bien ce qu'il y a de plus étonnant, c'est qu'elle est aussi au cœur du rapport à soi. Notre rapport à nous-mêmes a toujours quelque chose de duplice. Je ne crois pas que l'adjectif existe, hein. Alors, je ne me sens pas tout à fait le droit de l'inventer devant vous, mais enfin, a toujours quelque chose de double. Sans quoi d'ailleurs, ce ne serait pas un rapport à moi. On aura l'occasion de voir ceci, mais si je peux me rapporter à moi-même, c'est que je suis à la fois celui qui se rapporte et celui auquel je me rapporte. Il n'y a pas de rapport à soi sans une duplicité essentielle qui, aussi étonnante soit-elle, transparaît toujours déjà dans ce qu'on appelle la bonne ou la mauvaise foi. Alors bien sûr, les choses pourraient être simples à ce niveau-là. Cette duplicité qui nous est révélée par une sorte d'analyse rapide de la bonne foi ou de la mauvaise foi, elle pourrait être pensée soit dans le rapport à autrui, soit dans le rapport à soi. Ce serait peut-être trop simple. Parce qu'en réalité, les choses sont un peu plus complexes que cela. Cette duplicité engage un type de rapport à soi qui doit toujours passer par le détour de l'autre. Il n'y a pas d'un côté la duplicité du rapport à autrui et de l'autre côté la duplicité du rapport à soi. Il y a rapport à soi qui n'est rapport de soi qu'à condition de passer par le détour d'un rapport à autrui. Le rapport que j'ai à moi-même est médiatisé par autrui, si vous voulez. J'aurai l'occasion de développer ceci. Mais je ne peux me voir qu'à travers le regard d'autrui, quitte à nier, bien évidemment, la valeur ou la pertinence de ce regard qu'autrui pose sur moi. Et donc, cette dernière remarque de mon introduction, si vous voulez, eh bien, m'a conduit à envisager deux grandes parties dans mon propos, mais que je distingue de manière quand même un petit peu arbitraire, je le reconnais, parce que les figures que je vais tenter d'y décrire fonctionnent en réalité ensemble et se recoupent très largement. Je vais consacrer un premier temps d'examen, si vous voulez, aux figures sociales de la mauvaise foi. Comment la mauvaise foi concrètement se manifeste dans le jeu des relations sociales. Puis dans un deuxième temps, ce que j'ai appelé les figures privées de la mauvaise foi, expression dont je suis en réalité tout à fait mécontent, disons, pour faire simple, la mauvaise foi dans le rapport que j'entretiens avec moi-même. Donc commençons par les figures sociales, ma langue à fourcher, de la mauvaise foi, et je dis, et en même temps de la bonne foi. Je rappelle ce que je vous disais il y a quelques secondes, vivre en société, qu'on le veuille ou non, qu'on aime ça ou pas, c'est toujours vivre sous le regard de l'autre. Quand je dis vivre en société, je n'oublie pas que je suis à l'école de management, cette société, vous pouvez l'entendre dans un sens social ordinaire, la société de nos amis, de nos proches, la communauté villageoise, une société plus vaste, peu importe. Vous pouvez bien sûr l'entendre comme une entreprise. Ça
fonctionne à ce niveau-là exactement de la même manière. Le regard de l'autre, on n'y échappe pas. Il y a un très beau texte de Jean-Jacques Rousseau dans le second discours, d'un discours sur l'origine et les fondements de l'égalité que j'aime beaucoup, qui décrit une fête dans un village, auprès d'un arbre, et puis des gens qui se rapprochent les uns des autres pour danser, pour chanter. Et puis tel qu'il nous décrit l'affaire, ça commence vraiment dans une atmosphère tout à fait bon enfant. On est content de se retrouver, on est content de chanter et de danser. Mais le problème, c'est que dès qu'on est les uns auprès des autres, qu'est-ce qui se passe ? Chacun regarde chacun. On commence à se considérer, c'est-à-dire à regarder qui chante bien, qui chante mieux, laquelle est la plus jolie, lequel l'est un peu moins, qui danse mieux, qui danse moins bien. On établit, nous dit Rousseau, des comparaisons, des hiérarchies. Je voudrais vous faire remarquer d'ailleurs à ce passage que considérer, littéralement, ça vient de sidus, qui désigne en latin une constellation, un ensemble d'astres. Considérer quelqu'un, c'est éventuellement en faire une star. On peut vivre sous le regard de l'autre et puis se sentir considéré par lui. Quand il nous renvoie par son regard même, une image de nous-mêmes qui nous plaît beaucoup. Mais vivre sous le regard de l'autre, c'est aussi prendre le risque de la déconsidération la plus grande. Qu'est-ce qui danse mal ? Qu'est-ce qui chante mal ? Celui-là. Il n'y a pas moyen d'y couper. Le regard est l'élément structurant de la vie sociale. Vivre ensemble, c'est se regarder les uns les autres. Le regard de l'autre, comme élément structurant de la vie sociale, est donc ce qui me donne à me voir. Je me vois à travers lui, de même que l'enfant se voit à travers le regard de ses parents, comme quelqu'un de gentil et adorable s'il est regardé ainsi, comme un affreux monstre s'il est regardé de cette manière. Donc le regard de l'autre est ce regard qui me donne à me voir, je me vois à travers autrui, mais il est en même temps ce qui me cache à moi-même, puisque ce que je vois dans le regard de l'autre, ce n'est pas tout à fait moi, mais la façon dont il me voit. Pour le dire plus simplement, ce que je vois dans le regard de l'autre, ce n'est pas tout à fait moi, pour peu que ça ait du sens d'ailleurs, tout à fait moi. Ce que je vois dans le regard de l'autre, c'est son regard lui-même. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose d'étrange dans la vie sociale, c'est que si je me vois, c'est parce qu'on me voit. Mais du coup, je ne vois de moi que ce que je crois qu'autrui en voit, puisque ce qu'il voit, je ne le sais pas vraiment. Il peut me le cacher. Il peut me faire croire qu'il me voit comme quelqu'un de doué, gentil, sympathique, intelligent, bon danseur, bon chanteur, alors qu'en réalité, il pense tout le contraire, qu'il trouve que je ne danse pas particulièrement bien et que je suis un ami plutôt importun. Ça veut dire qu'au fond, les relations sociales sont des relations de croyance. Il y a quelque chose de tout à fait difficile à admettre et difficile à en prendre la mesure, c'est que le regard d'autrui est à la fois ce qui me donne accès à moi-même et ce qui m'empêche d'accéder à moi-même. Il est le lieu d'une essentielle duplicité. Alors je ne vais pas commenter ici des pages magnifiques de Jean-Paul Sartre dans L'être et le néant sur le regard. Je vous y renvoie si ça vous intéresse, des pages qui sont assez faciles à lire. Méthodologiquement, j'ai pris le parti, au cours de ces différentes séances que l'on passe ensemble, d'éviter de me transformer en commentateur des grands textes philosophiques. Mais si cette question du regard vous intéresse, vraiment, je crois que c'est dans le livre 4, quatrième partie de L'être et le néant, vous trouverez des textes tout à fait éclairants et sans doute tout à fait admirables. Ce que dit Sartre quand même, quelques mots, c'est que le regard d'autrui est donc toujours ce qui me met en danger. Le regard d'autrui est une menace. Autrui ne me voit pas forcément... Alors, il y aurait quelque chose d'absurde à dire, autrui ne me voit pas tel que je suis. Bon, trop compliqué ça pour moi, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire tel que je suis.
Mais surtout, il ne me voit pas exactement tel que j'aimerais qu'il me voie. Et s'il ne me voit pas exactement tel que j'aimerais qu'il me voie, c'est qu'il ne me voit pas exactement tel que je me vois moi-même. Et que ce regard d'autrui, du coup, peut avoir quelque chose de déstabilisant. Je me vois beau, intelligent, il me voit laid et stupide. Bien évidemment, ça pose un certain nombre de problèmes, ça me décale de moi-même, même si parfois ça peut être assez salutaire d'ailleurs. Du coup, comme ce regard d'autrui est déstabilisant, comme ce regard d'autrui a quelque chose d'inquiétant, d'insécurisant, je suis obligé, dès lors que je vis en société, d'inventer des stratégies de sécurisation et de protection. Le regard d'autrui, c'est aussi ce dont je dois me protéger. Et comment est-ce que je me protège socialement? Eh bien, en jouant à la fois de l'ordre de la simulation et de celui de la dissimulation. Je simule et je dissimule. Je fais semblant pour lui offrir de moi une image qui puisse éventuellement le tromper. Et, je vais le préciser, mais la meilleure façon de simuler, c'est sans doute de dissimuler, c'est-à-dire de cacher ce que je ne veux pas qu'il voie. Bref, sous le regard d'autrui, j'essaie de dissimuler ce que je suis, ce que je pense, ce que je ressens, et j'essaie de le dissimuler par intérêt à la fois personnel et social, pour essayer de susciter dans le regard d'autrui une image de moi-même que je puisse apprécier, quand bien même elle serait fausse. Bref, vivre en société sous le regard d'autrui, c'est être conduit à dissimuler des choses comme la honte. Bon, j'ai honte, mais comme c'est pas très agréable, j'essaie de le cacher. La rancœur. Vivre en société, ça nous oblige à ne pas laisser toujours éclater notre rancœur. Mon ignorance, faire comme si je savais. Mon incompétence, faire comme si j'étais capable de remplir la mission que l'on m'a confiée. Ce sont bien évidemment, non pas, si vous voulez, tout à fait la loi du genre, mais enfin des situations qui sont quand même, sans doute, assez courantes. Et donc, pour me dissimuler à l'égard d'autrui, pour éviter, si vous voulez, d'être percé par son regard, je dois simuler. Et qu'est-ce que c'est que simuler ici? C'est substituer à un manque, à un défaut que l'on veut cacher, les signes qui en tiendront lieu. Par exemple, si je manque de savoir, je peux toujours simuler en exhibant les signes du savoir. Si je manque de savoir-faire, de compétences, je peux pallier la difficulté en simulant, c'est-à-dire en exhibant les signes de la compétence. Même chose, si je n'ai aucune sympathie pour quelqu'un, il y a quand même quelque chose de pratique, c'est que je peux exhiber les signes de la sympathie sans éprouver cette sympathie. Je peux simuler, je peux faire semblant. La simulation, c'est pas le privilège exclusif des joueurs de football. Mais on apprend beaucoup d'eux, sans doute. Je ne sais plus qui disait que tout ce qu'il sait de la vie, il l'a appris en jouant au football. C'est Camus qui disait ça. Oui, ça me revient juste un instant, là. Je ne suis pas sûr que Camus savait grand-chose de la vie, ceci dit. Mais bon. Alors, mais comment ça peut fonctionner, ce jeu de simulation et de dissimulation? Comment ça se fait que ça marche? C'est quand même cette question qu'on pourrait se poser. Ben, il me semble que si ça marche, c'est parce qu'on y croit soi-même. Ou disons que ça fonctionne d'autant mieux qu'on y croit soi-même. Ce que je veux dire là, c'est que la plupart des êtres humains, la plupart des hommes, ne sont pas des pervers.
des espèces de stratèges pervers et narcissiques qui s'ingénieraient à simuler et à dissimuler pour tromper autrui. Dire les choses comme ceci, on se rend bien compte que ce serait quelque chose d'abusif. Enfin, ou alors, passe encore pour les autres, mais enfin pas pour nous quand même, quoi. Bon, donc la plupart des hommes ne sont pas des pervers, et ils ont donc besoin de se dissimuler à eux-mêmes ce qu'ils dissimulent à autrui. Je ne dissimule jamais aussi bien à autrui ce que je dissimule à moi-même. La condition de la dissimulation, c'est donc que j'y crois, quand même, peu ou prou. Et donc, je simule d'autant mieux une sympathie douteuse que je peux croire de bonne foi, éprouver de la sympathie pour le collègue qui me raconte ses malheurs, en tout cas au moment où il me les raconte, quand bien même je reconnaîtrai quelques instants plus tard, il faudra généralement assez peu de temps, qu'il m'ennuyait avec ses histoires, qu'il passe sa vie à se plaindre, etc. Là aussi, je crois que ce sont des expériences très très concrètes. On peut être celui qui, à un moment donné, écoute avec bienveillance un ami, quelqu'un qui se plaint, et puis être 2 minutes plus tard celui qui va en rire, qui va s'en « Oh, qu'est-ce qu'il est ennuyeux, qu'est-ce qu'il est lourd, oh, qu'est-ce qu'il est pénible, etc. » Est-ce que c'est pure malignité? Mais c'est peut-être pas si simple. Il se peut au fond que je sois de bonne foi au moment où je lui prête mon attention. C'est-à-dire que si je peux l'écouter alors qu'il y a toutes les chances qu'il m'ennuie profondément, c'est justement parce que moi-même je crois à cette position qui est la mienne, au moins le temps de mon écoute. Puis une fois qu'il est parti, que je suis avec quelqu'un d'autre, bah là effectivement je peux lever le masque. Ça ne veut pas dire que je n'étais pas tout à fait de bonne foi, et c'est là qu'on se rend compte que la bonne foi et la mauvaise foi, ça va vraiment être très très compliqué à distinguer l'un de l'autre. Étais-je de bonne foi? Étais-je de mauvaise foi? Mais il se peut très bien qu'au moment où je l'écoutais, je croyais vraiment lui accorder une oreille attentive et généreuse. Bref, ce qui ici devient de manière indécidable aussi bien bonne foi que mauvaise foi, pointe l'étrange possibilité pour la conscience qui peut d'une certaine manière se tromper elle-même. Je peux me faire croire à moi-même quelque chose à quoi je vais finir par croire. Et cette étrange possibilité de la conscience s'explique peut-être par le fait qu'elle est à la fois pour moi et pour autrui. Je crois que si on veut comprendre ce genre de possibilité, la bonne foi, la mauvaise foi, il faut renoncer définitivement à penser la conscience comme une substance, comme un quelque chose qu'on porterait en nous et qui nous rendrait capables de saisir le monde, autrui ou soi-même. La conscience n'est pas une substance, il me semble que c'est une sorte de leçon quasiment indépassable de la tradition phénoménologique. Elle n'est pas un être, elle n'est pas quelque chose. La conscience est une tension, elle est une manière de tendre vers une intentionnalité, écrit Husserl, mais peu importe, même si vous ne connaissez pas la tradition phénoménologique, elle est une tension, elle est un mouvement. Si j'ai conscience de la chaleur, c'est que je tends vers un événement de mon propre corps en lui donnant le sens de la chaleur. Si j'ai conscience de votre présence ici, attentive, c'est que quelque chose de moi, si vous voulez, tend vers vous, est tendu vers vous et vers l'attention que vous me manifestez. La conscience n'est pas substance, elle est tension. Elle est extase, si vous voulez. Elle est projet. Elle est toujours en train de... Elle est toujours en dehors d'elle-même. Elle n'a pas d'autre lieu qu'en dehors d'elle-même. Une conscience qui serait enclose sur elle-même serait conscience de rien du tout. Ce serait un néant de conscience. Donc la conscience n'est pas une substance, elle est une tension, mais une tension vers quoi? Bien, une triple tension au moins. Une tension vers soi,
conscience de soi, une tension vers autrui, et une tension vers le monde. Et ce qui complique encore le schéma, c'est que si elle est tension vers soi, elle est tension vers soi vue par autrui, puisque c'est autrui qui me révèle à moi-même. Et si elle est tension vers le monde, elle est aussi tension vers le monde vue par autrui. Le monde ne m'apparaît comme monde commun qu'à condition de m'apparaître comme monde aussi dans le regard d'autrui. Qu'à condition qu'autrui me confirme que ce monde que je vois et dont j'ai conscience est le même monde que celui qu'il voit et dont il a conscience. Et donc la conscience est d'emblée écartelée. Cette tension de la conscience est d'emblée une déchirure. La conscience, si vous voulez, est toujours prise elle-même dans un jeu de va-et-vient. Elle circule en permanence entre moi, le monde, autrui. Et dans cette circulation, elle ne se recueille elle-même qu'en dehors d'elle-même, dans le regard de l'autre. Et donc, bien évidemment, ce que j'ai appelé tout à l'heure simulation et dissimulation, et à quoi je n'ai pas donné de signification morale, ni morale, voulait simplement décrire une sorte de processus quasi nécessaire dans le jeu social lui-même. Ce jeu de simulation et de dissimulation, il faut quand même le noter, a quelque chose de salutaire et de bénéfique. Pas seulement parce qu'il me permet de sauver la face psychologiquement, pas seulement parce qu'il me permet de me sécuriser et de me mettre à l'abri du regard d'autrui. Éventuellement, jusqu'à la possibilité d'avoir un jardin secret, une vie intérieure. Comment pourrais-je avoir une vie intérieure si rien, si jamais la possibilité n'apparaissait pour moi de me protéger du regard d'autrui? Comment pourrais-je avoir, dans une perspective plus modeste, un jardin secret si je ne donnais pas de temps en temps le change pour préserver en moi quelque chose d'inaccessible à autrui? Donc il y a bien sûr une sorte de bénéfice psychologique, mais ce jeu de simulation-dissimulation a aussi un autre bénéfice qui, cette fois, est un bénéfice social. Il rend possible la vie sociale. Je vais l'exprimer de deux manières. Une manière brutale, puis une manière un peu plus développée en citant quelqu'un dont vous n'avez probablement jamais entendu parler, mais ce n'est pas très très grave. Une manière brutale, si vos amis savaient vraiment ce que vous pensez d'eux, ce ne seraient plus vos amis. Bon, donc, pour que l'amitié puisse tenir, il y a bien des choses qu'il ne faut pas se dire. Il y a bien des choses qu'il faut se cacher. Il y a bien des choses qu'il faut se dissimuler. Une manière un peu plus fluide, si vous voulez, et un peu moins brutale, un peu moins cynique, si vous voulez, mais je ne crois pas être cynique, on la doit à quelqu'un qui s'appelle Louis Machon. Bon, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est un polémiste du XVIIe siècle. Ne cherchez pas ses livres, il a été condamné pour un tas de choses, ses livres n'ont quasiment pas été publiés, et il a fallu quelques spécialistes du XVIIe siècle pour exhumer certains de ses textes. Mais je cite ce passage qui est un petit régal à lui tout seul. « Que serait-ce du monde sans la dissimulation ?» Essayons d'imaginer. On supprime la dissimulation. Que deviendrait la prudence, la pudeur, la modestie, la discrétion, la retenue, l'honnêteté, la civilité, la complaisance, le bon estime, la réputation, l'honneur, la gloire, la récompense, l'amour, la clémence, la compassion, les bienfaits, et toutes les plus belles vertus qui tempèrent notre malice et mettent à couvert, c'est bien ça, cachés, dissimulés, nos infirmités et nos défauts. Véritablement, les hommes s'entretueraient les uns les autres. Il n'y aurait que rage, fureur, vengeance, meurtre et cruauté parmi eux. Je crois qu'il y a là quelque chose, bien sûr, c'est du Louis Machon, c'est de la provocation, d'accord. Mais en même temps, je crois qu'il y a là quelque chose qui est quand même très 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 bien vu. C'est-à-dire qu'au fond, la vie sociale ne tient qu'à condition que tout ne soit pas dit
et que tout ne soit pas montré. Et les vertus les plus authentiques que vous pouvez prétendre posséder ne tiennent que par votre capacité toujours à dissimuler quelque chose. L'absence de dissimulation pourrait bien être soit l'impudeur radicale, soit la haine la plus tenace. Bref, la capacité à faire croire est peut-être un vice privé. C'est pas bien de faire croire ce qui n'est pas vrai. Bon, d'accord, admettons. Mais elle a peut-être bien une vertu sociale. Elle permet quand même aux gens de vivre ensemble. Elle leur permet de se donner le change, et en donnant le change les uns aux autres, d'accorder à chacun une place où il puisse déployer ce qu'il en est de lui. À ce niveau, vous remarquerez que la mauvaise foi n'est pas le contraire de la bonne foi. Absolument pas. La mauvaise foi devient à ce niveau-là, celui de Louis Machon, une bonne foi démasquée. C'est tout. Je suis de bonne foi tant qu'on ne m'a pas démasqué. Dès que je suis démasqué et qu'on me fait remarquer que cet ami, je ne lui suis peut-être pas aussi fidèle que je le dis, eh bien, cette bonne foi qui était la mienne devient de la mauvaise foi du simple fait d'être démasqué. Alors, pour essayer de donner à tout cela une forme un peu concrète, je voudrais rattacher ceci à 3 figures sociales. Alors là, du coup, ça devient indécidable, de la bonne ou de la mauvaise foi. Ce sera, là, je vous les donne tout de suite, la figure de l'hypocrite, celle de l'honnête homme, ah oui, et celle du chef. Bon, tant pis, vous êtes là, il faut assumer maintenant. Bon, il y a une duplicité dont je ne parlerai absolument pas, c'est celle du fourbe. Au fond, il ne m'intéresse pas du tout pour notre propos, parce que le fourbe n'est ni de bonne foi, ni de mauvaise foi. Il est celui qui ment, qui triche, qui dissimule, mais qui ne croit absolument pas à ce qu'il dit. Donc ce n'est pas la duplicité du fourbe qui m'intéresse, c'est bien cette duplicité particulière qui ne tient qu'accrochée à une capacité non seulement à faire croire, ça le fourbe sait éventuellement faire, mais à se faire croire à soi-même. Donc première figure de la mauvaise foi, disons, comprise dans le jeu social, la figure célèbre de l'hypocrite. Littéralement, l'hypocrite, c'est celui qui a un jugement en dessous. Hypo, en dessous. Chrysis, le jugement. Kritein, en grec, juger. C'est-à-dire que ce qu'il dit est en situation de superstructure par rapport à quelque chose qui serait sous ce qu'il dit, et un jugement qui ne serait pas tout à fait énoncé dans ce qu'il dit. Un jugement qui resterait en dessous de ce qu'il dit. Je juge que vous m'êtes tout à fait antipathique, et pourtant je vous souris comme si vous étiez un ami cher. L'hypocrite est donc celui qui ne dit pas ce qu'il pense, ou pas exactement en tout cas. Et s'il y a là un vice, ce vice est certes couramment dénoncé, on n'aime pas l'hypocrisie en général, mais tout aussi couramment pratiqué, me semble-t-il, peu d'entre nous, sans doute, en sont indemnes. Mais je voudrais quand même remarquer ici que l'hypocrite n'est vraiment hypocrite qu'à croire un minimum, là encore, à ce qu'il dit. Que de croire un minimum à ce qu'il fait, ou de croire un minimum à ce qu'il singe, à ce qu'il fait semblant d'être et qu'il imite avec plus ou moins de talent. Un hypocrite qui ne croirait pas un minimum à ce qu'il imite, à ce qu'il singe, à ce qu'il fait, serait moins un hypocrite qu'un manipulateur.
Il y a donc dans l'hypocrisie quelque chose d'assez singulier, c'est que si elle est un vice qui imite une vertu qu'elle reconnaît comme telle. Si je suis hypocrite en donnant les signes de l'amitié à quelqu'un pour qui j'ai peu d'estime, c'est que je reconnais par-devers moi que l'amitié est une bonne chose. Si je suis hypocrite en donnant l'impression à quelqu'un que je l'écoute attentivement et avec compassion, c'est bien que je considère quand même qu'il est bon d'être compatissant et de pouvoir l'écouter généreusement, même si, à cet instant, je n'ai pas spécialement envie d'écouter ces jérémiades. Et du coup, je crois que c'est là ce que veut dire la fameuse formule que vous connaissez tous, ça il me semble qu'elle est de La Rochefoucauld, le vice, l'hypocrisie est un hommage que le vice rend à la vertu. Je ne peux être hypocrite qu'à croire un minimum à la vertu que je singe. Bref, l'hypocrisie est peut-être là aussi un affreux défaut, mais au fond, elle est une stratégie de dissimulation socialement pertinente. Vaut peut-être mieux écouter quelqu'un hypocritement que de l'envoyer balader. Et puis, parfois, on ne sait jamais, ce qui commence en hypocrisie peut se poursuivre en attention bienveillante, réelle et sans dissimulation. Quand j'ai commencé à écouter quelqu'un, bien qu'il m'ennuie, peut-être, après tout, que je me laisse à moi-même une chance d'aller au bout de l'écoute en ce qu'elle peut avoir de généreux et d'attentif. Deuxième figure que je voudrais évoquer là, la figure de l'honnête homme. Alors, c'est un concept, ce n'est pas une formule comme ça que je prends dans un sens très 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 général. C'est ce qu'on appelle l'honnête homme au XVIIe siècle. Manifestement, avec l'honnête homme, on a affaire à une qualité. Contrairement à l'hypocrite, on semble d'emblée avoir affaire à quelqu'un de bien. Quelqu'un qui ne triche pas. Et donc quelqu'un qui ne dissimule pas. Mais ce qu'on appelle l'honnête homme au XVIIe siècle, c'est pas du tout celui qui dit aux autres leur cas de vérité. C'est pas l'homme du franc-parler, de ce que les Grecs appelaient la parésia, qui dit ce qu'il pense sans se retenir. L'honnête homme, c'est pas Diogène, même si Diogène est sans doute un type tout à fait remarquable. Ce qu'on appelle l'honnête homme au XVIIe siècle correspond à une vertu aristocratique, la vertu de celui qui donne les signes de l'amitié en société, qui les joue, c'est-à-dire qui les met en jeu, non pas pour tromper, ce n'est pas le but, mais pour donner du jeu aux relations sociales. C'est-à-dire que c'est celui qui a compris que s'il ne joue pas le jeu un minimum, s'il ne donne pas le change un minimum, il ne permet pas à l'autre d'exister socialement. Celui que je n'aime pas, si je lui exprime mon mépris, je limite et je réduis considérablement la place qui peut être la sienne. Alors, est-ce être vertueux que de lui dire tout le mal qu'on pense de lui-même? Sans doute pas. Se retenir, jouer le jeu d'une sympathie dont je donne au moins les signes, c'est libérer pour lui, avec bienveillance, un espace social possible. Bref, c'est donner du jeu aux relations sociales en donnant les signes de sentiments qu'on n'éprouve pas nécessairement. Non pas pour tromper, et c'est ça qui fait l'honnête homme. S'il donne le change, ce n'est pas pour abuser, mais justement pour que le jeu social soit possible. Cette figure de l'honnête homme est donc un mélange de sollicitude et de réserve. Pour laisser de la place à l'autre, il faut accepter d'être un peu en retrait, il faut ne pas être trop encombrant. Un mélange de sollicitude et de réserve, c'est-à-dire de souci de l'autre et de retrait de soi, qui permet de sauver les apparences en ménageant l'orgueil de ses semblables. L'honnête homme, au fond, sait
que nous sommes tous orgueilleux, que nous avons tous besoin de plaire et d'être reconnus, lui-même comme les autres. Et celui qui joue le jeu en dissimulant quelque chose de son propre orgueil pour laisser une place pour autrui a certaines satisfactions de l'amour-propre. Bref, l'honnête homme croit en la nécessité de rapports sociaux pacifiés, et sa foi est bonne parce qu'elle rend possible des rapports sociaux pacifiés. Mais elle est mauvaise aussi, puisque les signes de la sympathie qu'il exhibe ne sont pas signes d'une sympathie réelle, mais d'une sympathie jouée. Bref, l'honnête homme est l'homme de la juste distance. Cette distance nécessaire pour qu'il y ait du jeu social. Cette distance qui évite le piège de la confusion et cette distance qui évite le piège du recul maximal qui serait celui de l'indifférence. Mais se tenir à la bonne distance et se tenir à distance du regard d'autrui, c'est aussi se protéger soi-même. Trop près d'autrui, je vis sous son regard et tombe sous sa dépendance. Trop loin d'autrui, je ne suis plus regardé par lui et n'existe plus pour lui. La bonne distance n'est pas bien sûr ici une distance simplement spatiale, c'est une distance sociale, ni trop près, ni trop loin. C'est la distance que l'honnête homme comprend comme la distance de la réserve, plutôt que la dissimulation. Il ne s'agit pas, en se mettant à la bonne distance, de se soustraire au regard d'autrui. Ce retrait n'est pas une soustraction. Il ne s'agit pas de se dissimuler au regard d'autrui. Il s'agit de se mettre suffisamment à distance de son regard pour que je puisse exister aussi par moi-même en le laissant exister par lui-même. Au passage, d'après l'étymologie latine, cette juste distance qui à la fois qui me protège du regard d'autrui sans me soustraire au regard d'autrui, c'est exactement ce que d'après l'étymologie latine on appelle le respect. Et quand on veut comprendre ce que c'est respicere, tenir à distance et regarder de loin. Je crois que je dis souvent à mes élèves que s'ils veulent comprendre ce que c'est que le respect, curieusement, il faut s'attacher moins à la définition savante qu'en donne Kant, dans les fondements de la physique des mœurs par exemple, qu'à une formule tout à fait courante, tenir quelqu'un en respect. Le tenir à bonne distance, ni trop près ni trop loin, pour que je puisse encore le regarder, qu'il ne m'échappe pas tout à fait. Eh bien, curieusement, il se pourrait bien que ce jeu de bonne foi, de mauvaise foi, fasse partie de ce jeu social qui rend possible un respect qui n'est pas la haute vertu morale célébrée par Kant, mais au moins un respect dont la forme sociale, après tout, est tout à fait pertinente. Notons aussi d'ailleurs que le respect est à la fois la reconnaissance des défauts de celui que je respecte, parce que s'il n'était pas la reconnaissance des défauts, ce ne serait pas du respect, ce serait de l'estime. L'estime va aux qualités que je reconnais à autrui, le respect va à sa personne, avec et malgré ses défauts. Le respect est à la fois reconnaissance des défauts de celui que je respecte, sans quoi donc il serait de l'estime, et reconnaissance de sa dignité, parfois malgré les apparences. Donc respecter quelqu'un ne va sans doute pas sur une certaine stratégie de distance, de simulation, de jeu, mais en même temps, c'est ce qui, en maintenant autrui un peu à distance de mon regard, me permet d'être attentif à ce qui, en lui, ne saute pas aux yeux. Il saute aux yeux, peut-être, je ne sais pas, qu'il est un peu porté sur la boisson, il saute aux yeux qu'il est peut-être pas très compétent, d'accord, ça se voit. Mais justement, le respect, c'est ce qui permet, dans un regard distancié, de considérer, d'étoiler, si vous voulez, la dignité d'autrui. Cette dignité qui demeure observable, malgré ce qui saute aux yeux, quand la distance est juste.
et que je ne suis plus simplement happé par la considération de ses défauts. Bref, mine de rien, le respect ne va pas sans une certaine foi. Il faut bien que je croie qu'autrui n'est pas réductible à ce que mon regard saisit spontanément de lui. Après l'hypocrite et l'honnête homme, le chef. Alors, ne vous inquiétez pas, il ne s'agit absolument pas de dire que le chef serait une figure de l'hypocrite, absolument pas. Hein, mais au fond, de poser une question toute bête. On sait bien que les chefs, ils ont à peu près les mêmes défauts insupportables que nous. Et que le fait d'être chef ne nous transforme pas spontanément par un coup de baguette magique en quelqu'un d'extraordinaire qui aurait toutes les vertus dignes d'éloge. Surtout quand on est devenu chef et qu'avant d'être chef, bien évidemment, on ne l'était pas. Et la question que je me pose, c'est mais alors comment ça se fait que ça marche ? Comment ça se fait, après tout, qu'on peut garder de la considération pour son chef ou ses chefs, alors même qu'au fond, enfin non seulement cette considération peut très bien s'accompagner de certains jugements plus ou moins exprimés, on n'en pense pas que du bien de ses chefs en général. Bon, sauf les miens, on ne sait jamais qui y en est dans la salle. Bon, les miens sont vachement bien, mais ceux des autres, pas toujours. Hein, bon. Donc non seulement on peut les considérer malgré les reproches qu'on pourrait leur faire, mais ça va même plus loin. Comment ça se fait que ça marche, alors même qu'on sait bien qu'au fond, ils ont les mêmes vices que nous, les mêmes défauts, les mêmes fragilités, qu'on les a parfois pris en flagrant délit d'incompétence pour certaines choses, de mensonges pour d'autres, et d'ignorance parfois. Et ce que je me dis, c'est qu'au fond, les chefs, eux non plus, ne sont pas des pervers, enfin pas tous, la plupart ne le sont pas. La figure du pervers n'est quand même pas la figure la plus commune. Ça veut dire qu'ils savent bien eux-mêmes qu'ils n'ont pas toutes les compétences dont on aimerait croire qu'ils les ont, quoi. Ils savent bien eux-mêmes que le savoir qu'ils montrent et dont ils témoignent n'est peut-être pas aussi ample que celui auquel ils prétendent. Je crois qu'un chef conscient et lucide, c'est toujours un chef qui a conscience de ses manques, de ses faiblesses, de ses fragilités, de ses défauts et de ses vices peut-être, et qui a conscience qu'au fond, ce sont les mêmes que ceux de ses subordonnés, que ceux de n'importe qui. Qu'est-ce que j'essaie de vous faire comprendre ? C'est que si on est resté les yeux rivés sur nos défauts, on n'accepterait jamais de fonction hiérarchique. Si on était frappé à chaque fois par tout ce qui devrait nous empêcher d'accepter une promotion, il n'y aurait pas de chef. Je ne suis pas en train de dire que ce ne serait pas une bonne nouvelle, au contraire. C'est-à-dire qu'au fond, je l'ai dit la dernière fois, ou récemment, j'ai fait quelque chose sur l'autorité, nous avons besoin, bien évidemment, dans nos sociétés, d'un ordre hiérarchique, et donc, bien évidemment, il faut des chefs. Mais alors, comment ça se fait qu'un chef accepte d'être chef ? Alors, on pourrait dire l'orgueil commun à tous les hommes. Je ne suis pas sûr que ça explique tout. D'abord, il faudrait dire que les chefs seraient systématiquement les plus orgueilleux, ce qui n'est pas toujours le cas. Pas besoin, pour être orgueilleux, d'être un chef. Bon. Et donc, non, je crois qu'il y a autre chose. Ça marche parce que le chef, je vais le dire autrement, il faut toujours être un peu de mauvaise foi pour assumer une fonction hiérarchique. C'est-à-dire, au fond, il faut réussir à se faire croire à soi-même qu'on a bien toutes les qualités qu'on prétend avoir. Et pas seulement au moment de l'entretien d'embauche, quand on essaye, comme on dit parfois, de se vendre un petit peu. Y compris au moment où on exerce l'autorité, où on exerce le pouvoir, ça ne marche que parce qu'on y croit soi-même. Alors j'ai dit, il faut être de mauvaise foi, mais j'aurais pu tout aussi bien dire, il faut être de bonne foi. Un chef qui donnerait l'impression qu'il ne croit pas lui-même à ses propres compétences serait de toute façon un très mauvais chef. Donc en donnant le change, là encore, et en donnant le sentiment qu'il croit lui-même à ses compétences, à ses légitimités,
à son savoir, aux vertus de son expérience. Il conforte d'une certaine manière son autorité et permet à l'ordre social de tenir. Bref, pour être un chef, il faut s'y croire. Pas s'y croire au sens, bien évidemment, où on est totalement habité par une éminence hiérarchique surjouée. Il faut s'y croire, c'est-à-dire il faut croire qu'effectivement, nous avons légitimité à être là. Si nous étions purement de bonne foi, nous serions de mauvais chefs, probablement. Sans un peu de mauvaise foi, je ne crois pas qu'il soit possible de maintenir de manière stable des relations d'ordre et hiérarchique. Ça vaut pour les chefs, dans un sens aussi général que vous voudrez. Les parents aussi sont de mauvaise foi, bien évidemment. Et c'est parfois cette mauvaise foi des parents qui sauve malgré tout leur enfant. Ce que je viens de vous dire là, je vais l'exprimer autrement en vous lisant un petit extrait, tout petit, de Pascal, qui exprime la même idée dans un petit texte absolument fabuleux qui s'appelle Discours sur la condition des grands. En fait, il y en a 3. C'est étonnant parce que Pascal, en fait, a des relations assez d'estime et d'amitié sans doute avec le duc de Luynes, qui est un des très grands du royaume, un des personnages les plus influents du royaume. On est à l'époque de Richelieu. Et le duc de Luynes a confié à Pascal l'éducation de son fils, son éducation politique. Pascal a refusé, il a autre chose à faire. Bon. Il y a une apologie du christianisme à écrire, des traités de mathématiques à rédiger. Bon. En revanche, ce qu'il fait, c'est qu'il adresse 3 lettres au jeune duc de Luynes. Et ces 3 lettres s'appellent 3 discours sur la condition des grands. Vous pouvez les lire, ça se lit très très bien. Et puis c'est pas piqué des hannetons. Au fond, Pascal met les choses au clair. Il n'y a rien qui, de manière absolue, justifie le pouvoir que vous aurez. Vous avez le pouvoir, pourquoi? Et vous l'aurez parce que vous êtes né fils de duc. C'est tout. C'est le hasard des circonstances qui a fait de vous un duc. Donc ne cherchez pas de justification métaphysique de votre pouvoir. Vous n'avez pas de mérite particulier. Votre éminence sociale est un simple jeu. Il n'y a pas, rien ne justifie absolument le pouvoir qui est le vôtre. Pourtant, il faut qu'il y ait des hiérarchies. Il faut de l'ordre. Et donc, au fond, il faudra bien d'une certaine manière que vous y croyiez quand même. Alors Pascal est vache, parce que la fois il démystifie, puis une fois qu'il a démystifié, il dit mais allez, conservons quand même l'illusion. Il est d'une mauvaise foi stupéfiante, Pascal. Lisez les pensées, c'est le traité complet de la mauvaise foi la plus étonnante et la plus extraordinaire qui nous ait jamais été proposée. Bon, je dis ça un petit peu vite, mais bon. Et bien évidemment, du coup, cette foi des grands qui s'y croient est à la fois une bonne foi parce qu'elle permet d'assurer le maintien de l'autorité sans lequel il n'y aurait pas d'ordre, et une mauvaise foi parce qu'ils croient eux-mêmes en des qualités qu'ils n'ont pas. Au fond, leur bonne foi est absolument inséparable de leur mauvaise foi. Je cite cet extrait du premier discours sur la condition des grands. Tous les emportements, toute la violence et toute la vanité des grands vient de ceux qui ne connaissent point ce qu'ils sont. Ils ne se connaissent pas eux-mêmes. S'ils se connaissaient eux-mêmes, ils n'oseraient même pas exercer le pouvoir. Étant difficile que ceux qui se regarderaient intérieurement comme égaux à tous les hommes, c'est capital chez Pascal, tous les hommes fondamentalement sont égaux, c'est-à-dire en gros à peu près nuls, mais bon, ça, d'accord, tous également misérables. Étant difficile que ceux qui se regarderaient intérieurement comme égaux à tous les hommes, ce qu'ils sont métaphysiquement, et qui seraient bien persuadés qu'ils n'ont rien en eux qui mérite ces petits avantages que Dieu leur a donnés au-dessus des autres, les traitassent avec insolence. Il faut s'oublier soi-même pour cela et croire qu'on a quelque excellence réelle au-dessus d'eux, en quoi consiste cette illusion que je tâche de vous découvrir. Écoutez cette dernière phrase. Pour exercer le pouvoir, il faut s'oublier soi-même, oublier qu'on est foncièrement égaux, et croire qu'on a quelques qualités, naturelles ou acquises, qui nous élèvent au-dessus des autres et qui nous donnent le droit de les diriger, d'être leur chef. S'oublier soi-même et croire
qu'on a quelque excellence réelle au-dessus d'eux, c'est bien, au sens le plus propre, de la mauvaise foi. Ne pas me regarder tel que je suis et croire à l'image de moi-même que je me suis construit et que je propose au regard d'autrui. Il y a bien ici un élément de critique pascalienne, mais je vous rappelle que cette critique est en même temps la reconnaissance du caractère nécessaire des hiérarchies sociales. Supprimer la bonne foi et la mauvaise foi, c'est-à-dire imaginer une société d'individus capables de vivre immédiatement dans la transparence de leur propre regard, c'est le paradis ou c'est l'enfer. Et c'est plus la société. Deuxième partie de mon propos, je voudrais évoquer deux figures privées, cette fois, de la mauvaise foi. Alors, je vous ai dit que le mot privé avait pour moi quelque chose de maladroit. Ce que je veux indiquer par là, c'est l'idée d'un rapport faussé à soi-même plutôt qu'un rapport faussé à autrui. Et les deux figures que je vais vous proposer sont, pour la première, justement la figure de la mauvaise foi sartrienne. Après tout, il va quand même falloir y venir. Et la deuxième figure sera une figure romanesque, le père Karamazov dans Les frères Karamazov de Dostoïevski. Donc d'abord, la mauvaise foi sartrienne. Ce que Sartre relève clairement, c'est que la mauvaise foi n'est pas le mensonge. Pourquoi ? Parce que dans le mensonge, celui qui ment connaît la vérité qu'il cache à autrui. Si je ne dis pas la vérité à autrui parce que je ne la connais pas, je ne mens pas, je me trompe. C'est l'erreur, c'est pas le mensonge. Or, dans la mauvaise foi, nous dit Sartre, le trompeur est le même que le trompé. Ce qui veut dire que d'une certaine manière, dans la mauvaise foi, au fond, je me trompe moi-même. Je me fais croire à moi-même quelque chose à quoi je crois. Bien sûr, toute la question est de savoir comment c'est possible. Comment puis-je me faire croire à moi-même quelque chose ? Comment puis-je être à la fois celui qui me trompe et celui qui se laisse tromper ? On pourrait, si on n'était pas sartrien, et il y en a sans doute ici, rattacher ça simplement à une explication de type psychanalytique. Puisque la psychanalyse, on le sait, réintroduit au cœur du sujet une certaine duplicité. Le sale sur moi, par exemple, ou l'inconscient et le conscient. Et donc, on pourrait expliquer en disant, voilà, que, au fond, c'est une partie de moi-même qui cache quelque chose à l'autre, et que du coup, la mauvaise foi s'expliquerait justement par ce jeu complexe du rapport entre certains éléments des topiques freudiennes, encore une fois, le sale sur moi, ou le conscient et l'inconscient. Sartre nous dit que c'est pas satisfaisant. Enfin, en tout cas, ça ne tient pas. Et pourquoi est-ce que ça ne tient pas ? Mais parce que, au fond, la plupart du temps, les expériences de mauvaise foi correspondent à des expériences dans lesquelles, au fond, notre conscience n'est pas annihilée. D'une certaine manière, on le sait bien. Et quand on met, c'est la différence entre l'homme de mauvaise foi et le mythomane, quand on met l'homme de mauvaise foi devant sa mauvaise foi, on voit bien un petit sourire en coin, éventuellement, que bon, allez, il sait bien qu'il a poussé le bout. Il a été démasqué et il lui arrive d'être bon joueur. Mais pour qu'il puisse lui arriver d'être bon joueur et de se reconnaître démasqué, il faut que d'une certaine manière, il en ait eu conscience. Sartre nous propose un exemple célèbre. Je ne sais pas de qui il parle, mais sans doute d'expérience en tout cas, de la femme frigide qui fait les comptes de son ménage pour se distraire du plaisir sexuel qu'elle éprouve. Bon, je ne sais pas d'où il le sort, hein, mais enfin, bon, puisque c'est celui-ci qui nous propose, je vous le donne tel quel. Je n'ai pas la grande expérience de Sartre, hein, je ne sais pas exactement ce que ça recoupe. Hein, bon. Or, nous dit-il, et là manifestement il semble parler d'expérience, cette stratégie est faite en conscience. Elle nous apparaît pathologique, mais cette femme dont il nous parle, qui apparemment
fait les comptes de son ménage pour se distraire du plaisir qu'elle éprouve pendant qu'elle fait l'amour, eh bien, est de mauvaise foi parce que justement, elle se fait croire à elle-même qu'elle n'a pas de plaisir dans un acte, alors que précisément, elle est de mauvaise foi parce qu'elle se dérobe au plaisir qu'elle éprouve réellement. C'est l'analyse de Sartre. Hein. Ça peut nous paraître pathologique, mais pour que cette mauvaise foi soit possible, il faut qu'elle en soit consciente. Il faut qu'elle soit consciente du plaisir qu'elle éprouve ou qu'elle risque d'éprouver, du plaisir que du coup elle refuse, et de la stratégie qu'elle met en place pour se tenir à distance de ce plaisir. Du coup, la question rebondit, qu'est-ce que c'est que l'homme pour que la mauvaise foi soit possible, voire incontournable? Et la réponse de Sartre, d'entre vous la connaissent, c'est que l'homme est un être qui n'est jamais pleinement ce qu'il est. On peut bien évidemment croire, si on est un lâche, qu'on est un lâche par nature. Ce serait la mauvaise foi pour Sartre. Parce qu'en réalité, je ne suis jamais simplement ce que je suis. Et que je suis lâche parce que j'ai agi lâchement, mais que si demain j'agis courageusement, je serai peut-être un héros. Et donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de la mauvaise foi à essentialiser un homme, à faire comme si il était réductible à une essence qui pèserait sur lui comme une étiquette. Nous ne sommes jamais pleinement ce que nous sommes. Le lâche n'est jamais pleinement lâche. Il s'est fait lâche et peut ne plus l'être. Le héros n'est jamais pleinement un héros. Il s'est fait héros par les actes qu'il a posés, mais il ne le sera plus si demain il agit lâchement. Et donc, du coup, la mauvaise foi joue ici à deux niveaux. Elle permet, d'une certaine manière, de stigmatiser un certain essentialisme qui consisterait à dire un tel, ce n'est que un lâche, un paresseux, un feignant, un mauvais élève, un menteur, un salaud, comme vous voulez. Elle permet de relever aussi la fausseté d'un rapport à soi. Je suis moi-même de mauvaise foi quand je me réduis à ce que je crois être. Un lâche, un héros, un type bien ou un salaud. Il faut même d'une certaine manière, dirait Sartre, que je sois un peu de mauvaise foi pour pouvoir jouer au professeur de philosophie devant vous. Ce n'est possible qu'à la seule condition que je m'identifie au moins de 6h à 8h à ce professeur que je suis, sans l'être pleinement. Dans 1 heure, je ne le serai plus. 3/4 d'heure. Mais la mauvaise foi joue aussi à un autre niveau, c'est-à-dire quel est ce qui rend possible le fait de ne pas être soi, ce que Sartre appelle la conscience. Si j'étais exactement ce que je suis, la mauvaise foi serait impossible. Si je faisais absolument un avec moi-même, il n'y aurait aucune césure en moi où pourrait venir se loger quelque chose qui serait de l'ordre de la mauvaise foi. Or, du coup, la sincérité est pour Sartre une vertu dangereuse. Elle exige de moi que je sois pour moi exactement ce que je suis, ce qui est précisément impossible. Disons-le très simplement, je suis sincère avec un ami en manifestant devant lui les signes de mon amitié. On ne sait pas ce qui va se passer. Dans 3 jours, peut-être que je serai un peu agacé par lui. Et que du coup, les sentiments que j'éprouverai pour lui seront différents. Je peux parfaitement être sincère dans les 2 cas, parce que je ne suis pas, par essence, l'ami parfaitement attaché et fidèle, qui restera toujours pleinement l'ami. Je peux le souhaiter, parce que je suis honnête. Mais je ne peux pas, au nom de la sincérité, m'enfermer dans une essentialisation de moi-même qui serait elle-même factice, et donc de mauvaise foi. Donc de toute façon, j'échappe pas à la mauvaise foi. Soit je veux l'éviter en étant un avec moi-même, et je suis de mauvaise foi parce que c'est impossible, soit
je ne suis pas un avec moi-même, je suis marqué par ce que j'appelais tout à l'heure une sorte de duplicité inhérente, et forcément s'ouvre pour moi l'espace où la mauvaise foi peut venir se nicher. Bref, l'idéal même de la sincérité est pour Sartre hanté par la mauvaise foi, puisque si je suis sincère, c'est que je crois être ce que je suis. J'échappe pas. La posture de la sincérité est elle-même de mauvaise foi, dans le sens où elle suppose une croyance qui est fausse, parce qu'elle est toujours déjà faussée, puisque je ne fais jamais un pleinement avec celui que je suis. Bref, on voit que ici, l'avantage de l'analyse de Sartre, c'est qu'elle nous permet de comprendre quelque chose que nous avons déjà fait et qui consiste à réduire l'écart entre la mauvaise foi et la bonne foi. On aurait pu croire que c'était une vertu et un vice, radicalement distincts et opposés l'un à l'autre. On s'est rendu compte en avançant dans nos analyses qu'on pouvait souvent prendre l'une pour l'autre et que la mauvaise foi pouvait n'être éventuellement qu'une bonne foi démasquée. Et Sartre nous permet de comprendre précisément ce qui nous autorise en tout cas à réduire cet écart. Peu importe en définitive que cette foi soit bonne ou mauvaise, j'en ai besoin parce que n'étant pas pleinement moi-même, j'ai besoin de croire à celui que je suis. Et parce qu'étant exposé au regard d'autrui, j'ai besoin que lui aussi y croie. J'ai besoin de croire et de faire croire. Parce que s'il n'y croit pas, comment pourrais-je moi-même y croire si je ne lis pas dans son regard cette croyance que je cherche à assurer en moi-même? Je ne vous la refais pas, je vous la repasserai au ralenti cette phrase, j'aimerais être sûr qu'elle a du sens, mais je ne le parie pas complètement. Bref, l'identité d'un homme, nous dit Sartre, ne se définit pas comme une essence, elle se joue dans les actes qu'il pose librement. Et elle ne se joue que dans une procédure qui engage quelque chose qui est l'ordre de la croyance, comme l'enfant qui joue ne peut jouer qu'en croyant à son jeu. S'il ne croit pas qu'il est un gendarme qui court après un voleur, il ne joue pas au gendarme et au voleur. Mais s'il croit qu'il fait un avec le gendarme qu'il est, le pauvre, il n'est plus en train de jouer, il est prisonnier d'une véritable psychose. Il est fou. La mauvaise foi me protège à la fois de deux formes de la folie par éclatement schizophrénique de ma personnalité, je ne sais plus du tout qui je suis, éparpillé par 1000 regards, mais elle me protège aussi de la folie par essentialisation. Je suis moi, rien que moi, et rien, jamais, ne me séparera de moi-même. Dernière figure, donc celle du père Karamazov chez Dostoïevski. Et en particulier une scène, un chapitre qui est assez tôt dans le livre, qui s'appelle « Le bouffon ». Vous pourrez le lire si vous voulez en rentrant chez vous. Le père Karamazov, il s'appelle Fyodor Pavlovitch, vous le connaissez peut-être, c'est un sale type, c'est un menteur, un buveur et un homme violent. Bon. Mais il décide d'aller rendre visite à un saint personnage, ce qu'on appelle un starets, un mystique, un moine, un sage dans la tradition orthodoxe. Ce starets s'appelle Zosim, et il va lui rendre visite en compagnie d'un vague ami qui s'appelle Miusov, de son fils, Ivan, et d'un autre ami qui s'appelle Kalganov, peu importe. D'ordinaire, ce qu'il faut savoir, c'est que le starets est un homme vénéré, on l'approche avec crainte et tremblement, on le regarde comme un saint, on s'adresse à lui à genoux. Mais le père Karamazov fait son habituel numéro de bouffon, ce sont ses propres termes, et c'est le titre du chapitre, et il aborde le starets comme il aborderait n'importe lequel de ses compères dans un bistrot quelconque, et il raconte une histoire absolument absurde sur une prétendue conversion de Diderot, alors que ce père Karamazov, il sait pertinemment que cette histoire est fausse. Il raconte n'importe quoi, en sachant pertinemment qu'il raconte n'importe quoi, et qu'en plus personne ne le croit.
Mais c'est pas grave, ça lui va quand même. Il finit quand même par s'excuser, et s'il finit par s'excuser, c'est justement à cause du regard aussi des autres qui sont autour de lui. En particulier ses compagnons et son fils, Alyosha, qui est le bon personnage de service là-dedans. Et le starets intervient, pas fâché du tout, et il commence par lui dire « N'ayez pas tant honte de vous-même, car tout le mal vient de là. » N'ayez pas tant honte de vous-même, car tout le mal vient de là. Essayons de comprendre. Et pour comprendre, il faut lire la suite du texte. Le père Karamazov répond qu'il vaudrait mieux ne pas trop le pousser à se montrer naturel. C'est-à-dire qu'au fond, si vous ne voulez pas que j'ai honte de moi-même, ce qui est bien sûr de l'ordre de la dissimulation, si vous voulez dire par là qu'il faudrait que je me lâche, vous risquez de le regretter. Il a parfaitement conscience d'être un sale type, et que si précisément il n'est pas retenu par cette honte minimale, il risque de faire de gros dégâts. Et pourtant, il finit par poser une question dont on ne sait pas très bien si elle est une provocation de plus ou un sursaut de conscience. Il demande au starets « Que faut-il faire pour gagner la vie éternelle ?» Tiens, ce souci qui arrive. Le starets, en souriant, lui répond « Ça, il y a longtemps que vous le savez. N'essayez pas de vous faire croire que vous ne le savez pas. Il faut éviter l'intempérance, boire moins, faire attention à vos abus de langage, à la sensualité, à la force de l'argent. Bon, très bien. Le kit de survie, si vous voulez, de celui qui aspire, de l'aspirant à la vie éternelle. En gros, éviter les conneries, bon, d'accord. Mais, rajoute le starets, surtout, ne mentez pas. Pour le moment, attention, juste ne mentez pas. Mais le starets se rajoute aussitôt ce qui justifie que je commande ce passage, et surtout, ne vous mentez pas à vous-même. La leçon du starets finit là-dessus. Dans l'ordre, évitez les vices ordinaires qui se sont un peu cumulés en vous, puis ne mentez pas, puis ne vous mentez pas, en rajoutant « et surtout ». Le plus important, ne pas se mentir à soi-même. Ou le plus important pour le père Karamazov, qui ne se mente pas à lui-même. Quelques remarques quand même ici. Le père Karamazov n'est pas un hypocrite. Pas dans cette scène, en tout cas. Il la joue même avec les coups des franches. C'est pas non plus un honnête homme. C'est pas non plus un individu de mauvaise foi. C'est un sale type. Et c'est un sale type qui sait très bien qu'il est un sale type. Il a les caractéristiques essentielles du sale type, il est alcoolique, il est menteur, il est vénal. Mais le pire, si on en croit le starets, c'est même pas ça. Le pire, c'est qu'il se ment à lui-même, donc. Pourquoi c'est le pire? Parce que c'est un piège terrible qui ne laisse plus de place à la vérité. Le menteur connaît la vérité qu'il cache à autrui. Et d'une certaine manière, il la protège dans le trésor de son cœur. Au moins, la vérité est à l'abri dans la conscience du menteur. Au moins, ça. Mais celui qui se ment à lui-même n'est pas vraiment de mauvaise foi. Il faut bien qu'il croie à son mensonge, et donc qu'il soit de bonne foi. Mais il n'est pas non plus de bonne foi puisqu'il ment. Il est donc au-delà de la bonne foi et de la mauvaise foi. Ou plutôt, je ne sais pas comment le dire, choisissez la formulation qui vous conviendra le mieux, c'est de bonne foi qu'il est de mauvaise foi. Au-delà de la duplicité, pris dans un jeu, ou pris dans un jeu, comme vous voulez, une sorte de jeu essentialisé, un jeu auquel il s'accroche, quitte à faire le bouffon, pris dans un jeu ou dans un jeu qui le laisse vide de toute intériorité, tellement occupé à être lui-même et à jouer son jeu, à tenir son rôle de bonne foi et de mauvaise foi, qu'au fond, il est vide de toute intériorité. C'est-à-dire vide de tout ce qui le rendrait inaccessible au regard des autres, vide de tout jardin secret,
est vide de toute capacité réelle, par exemple, à éprouver de la honte. L'expérience authentique de la honte est une expérience spirituelle. Mais au fond, la honte qu'éprouve le père Karamazov n'est qu'une honte jouée sous le regard d'autrui. C'est une honte sans intériorité. Se mentir à soi-même, c'est être tellement pris dans le jeu que l'on joue à être soi, qu'on ne laisse plus la moindre place en soi pour quelque chose qu'on pourrait appeler, et c'est sans doute ça qui intéresse le Starets, la vie intérieure. Et c'est pourquoi le Starets peut dire « N'ayez pas honte de vous-même, car tout le mal vient de là. » Non pas le fait d'avoir honte, mais d'une honte qui n'est que jouée, d'une honte qui elle-même est de mauvaise foi, parce qu'elle est une honte de bouffon qui tient son rôle dans une société de bouffons. Il s'agit donc ici d'une honte sans repentir, d'une honte seulement jouée, et d'une honte qui est d'absolue mauvaise foi, et en laquelle la croyance elle-même est mauvaise et viciée. Bref, ce qui empêche le père Karamazov d'espérer toute rémission, tout salut, ou de pouvoir y croire, c'est que toute sa foi est donnée à lui-même et au jeu qu'il joue. Il y a un intégrisme de la mauvaise foi qui m'attache tellement à moi-même qu'elle ferme pour moi tout horizon possible pour un salut ou pour une intériorité. Alors bien sûr, ça devient sacrément complexe parce que ce qui rend possible quelque chose comme une vie intérieure, une vie spirituelle, qui soit, c'est-à-dire un espace réservé, préservé du regard d'autrui, en tout cas comme regard social, au moins. C'est justement ce qui rend possible pour moi d'être de bonne ou de mauvaise foi. Mais s'il y a une bonne foi, une mauvaise foi qui a un sens social, qui est en quelque sorte une vertu sociale, il y a cette mauvaise foi radicale du père Karamazov qui, elle, parce qu'elle est prisonnière d'un rapport à soi, interdit un jeu social à peu près souple, où l'autre puisse exister et être accueilli pour lui-même, et surtout me prive de toute intériorité. Encore une fois, la foi que je me donne à moi-même totalement et sans reste est précisément cette foi qui me vide de moi-même et m'interdit paradoxalement d'être moi. En conclusion, il y a un usage ordinaire de la mauvaise foi qui est somme toute de bonne foi. Un jeu de simulation et de dissimulation qui rend possible la vie sociale. Il y a un usage ordinaire de la mauvaise foi, un autre, qui vise plutôt à se protéger, à se sécuriser, à se faire croire par exemple que c'est moins grave que ce qu'on dit. Et là encore, cette mauvaise foi-là atteste un souci du bien et une aptitude à le reconnaître. Il y a donc un cadre ordinaire pour lequel, étonnamment, je l'ai répété à plusieurs reprises, la bonne foi est en même temps de la mauvaise foi, et la mauvaise foi en même temps de la bonne foi. Ou au fond, c'est plus qu'une différence de perspective et pas véritablement une différence d'expérience. Mais il y a une mauvaise foi qui est vraiment mauvaise, parce qu'elle ôte à l'individu toute possibilité d'une vie extérieure, d'une vie intérieure, toute possibilité d'un examen de soi. Une mauvaise foi par laquelle l'individu se jette lui-même dans l'extériorité de ses crimes, de ses fautes, de ses bouffonneries, l'extériorité de ce jeu social vide de sens. Bref, cette mauvaise foi-là nous fait découvrir la figure terrifiante de l'individu sans secret et sans intériorité. L'individu qui aurait été la parfaite victime d'un régime totalitaire, par exemple. L'individu tel que l'ont rêvé Staline, Hitler sans doute, et Mao, et quelques autres, sans secret, sans intériorité, entièrement ordonné à l'extériorité,
convaincu d'être un avec lui-même et avec le regard que lui reflète, et avec l'image que lui reflète le regard d'autrui. Cette mauvaise foi-là n'est plus ce qui donne du jeu à la société, elle est ce qui transforme, elle est ce qui abolit l'ordre social en me jetant complètement sous le regard d'autrui. C'est, si vous voulez, le spectre de Big Brother en 1984. Au fond, il n'y a qu'une seule manière de vivre. Comment il s'appelle ce pays où habite Winston? Comment il s'appelle le héros de 1984? Winston, non? Quelque chose comme ça? Ou Wilson? Et il habite. C'est quoi son pays? Je ne me souviens plus. Bon, peu importe. Mais au fond, ce que tente de faire le gouvernement totalitaire de 1984, c'est d'enfermer chacun dans une foi absolument mauvaise, jusqu'à croire que 2 et 2 font 5. La bonne foi, donc, comme la mauvaise foi ordinaire, témoigne encore d'un individu qui cherche à conserver en lui un espace d'intériorité sécurisé. La bonne foi dans le sens ordinaire, ou la mauvaise foi dans le sens ordinaire, eh bien, ça correspond en fait au souci de préserver une part de soi à laquelle autrui n'ait pas accès. Nous en avons besoin. Et donc, cette bonne foi et cette mauvaise foi ordinaire, que j'ai jugée après tout bonne, témoignent d'un individu qui veut encore croire en lui, et tant mieux, et qui peut encore croire en lui. D'un individu qui a conscience du regard d'autrui, mais qui n'y est pas complètement inféodé. Et donc je crois qu'au fond, peu importe que cette foi soit bonne ou mauvaise, non seulement elle a une signification sociale, mais je crois qu'au-delà de ça, elle mérite au moins notre indulgence. Alors, comme d'habitude, il nous reste une vingtaine de minutes pour vous laisser la parole. Merci. J'espère que c'est de bonne foi, ces applaudissements. Et donc je vous rappelle encore une fois la règle du jeu. Il ne s'agit pas simplement d'intervenir pour poser des questions. Enfin, si vous en avez, bien évidemment, dans la mesure de mes moyens, j'y répondrai. Mais pour ouvrir vraiment l'espace du dialogue d'égal à égal. J'y tiens beaucoup. Je crois que c'est l'une des caractéristiques de ce masterclass, de libérer l'espace d'une parole à laquelle chacun est convié. Alors Isabelle Barthes n'est pas là, donc il faudra que la première question soit posée par quelqu'un d'autre. Hein. Ah, voilà. Bonsoir. Bonsoir. Bon. En fait, je pense qu'il est difficile de penser les sentiments en prenant en considération la bonne et mauvaise foi. Et donc, selon vous, est-ce qu'on aime quelqu'un ou qu'on pense aimer quelqu'un parce que nous croyons qu'elle est la personne qu'on aime, ou bien parce qu'elle nous fait croire ce qu'on pense qu'elle est, ou bien parce que, comme vous avez dit, la figure privée de la mauvaise foi intervient et nous fait croire qu'on aime cette personne juste pour pouvoir vivre avec elle et la supporter. Alors, je vais tout de suite vous répondre d'abord en disant que, d'abord, je ne suis pas cynique. Ce qui veut dire par là que je ne crois absolument pas que c'est soi-même qu'on aime à travers l'autre et que l'amour serait une sorte d'illusion savamment entretenue dans le cadre d'une stratégie sociale orchestrée de manière assez conventionnelle. Non. En revanche, il y a quelque chose qui, je crois, est quasiment incontestable, et quelque chose au pluriel. D'abord, celui que j'aime, en règle générale, ou celle que j'aime, ou ceux que j'aime, il y a quelque chose d'eux qui toujours m'échappe. Je n'ai pas accès, et c'est tant mieux, à leur intériorité. Je ne saurais jamais à quel point ils m'aiment. Je ne saurais rarement quelles sont exactement
les sentiments qu'ils éprouvent. Parce que parfois, pour me ménager, ils feindront, je ne sais pas moi, une estime qui à ce moment-là sera par exemple compromise. Donc, l'amitié comme l'amour ont affaire en l'autre à une réserve de mystère à laquelle je n'ai pas accès. Ce qui veut dire que aimer, c'est toujours se risquer. Et si on ne veut pas se risquer, alors on s'abstient d'aimer et on se replie complètement sur soi. Mais ce risque, qu'est-ce qui le rend possible? C'est le risque de se casser la gueule. C'est le risque de toute déclaration d'amour. Ah, tu sais, je t'aime. Ah, désolé, pas moi. Oh, merde. Oh, on se retrouve gros gens comme devant. Mais si on ne prend pas le risque, enfin, c'est affreux cette expression, déclarer son amour. Mais enfin bon, si on ne prend pas le risque, on ne dit pas aux gens qu'on les aime. Il faut le dire, bien évidemment. Mais alors ça veut dire que ce qui nous rend capable de prendre ce risque, c'est de croire. De croire qu'autrui nous aime comme on l'aime, que l'autre nous aime comme on l'aime, mais ce qui suppose que nous-mêmes, on puisse croire à notre amour, malgré parfois des doutes, malgré parfois des petites tracasseries. Mais il faut non seulement que je croie en mon amour, mais que je croie précisément en celui d'autrui qui ne se voit pas. On peut feindre l'amour. On peut feindre en donnant les signes de l'estime ou de l'admiration, qui, en réalité, ne recouvre aucune estime ou aucune admiration ou aucun amour réel. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'amour sans acte de foi. C'est absolument impossible. Et ce n'est pas le défaut de l'amour, c'est précisément sa chance. C'est ce qui permet à deux consciences amoureuses d'inventer ensemble un véritable chemin qui suppose la confiance, l'espérance, l'engagement et des choses comme ça. Si l'amour était connaissance absolue du secret de l'autre, il ne serait pas amour, il serait connaissance pure. Et donc oui, il n'y a pas d'amour sans foi, il n'y a pas d'amour sans cette foi qui est bonne parce qu'elle rend possible précisément la relation amoureuse comme relation réelle, mais il n'y a pas d'amour non plus sans mauvaise foi, puisque il faut que je croie quelque chose que je ne sais jamais précisément. Aussi bien pour ce qui me concerne moi, que pour ce qui concerne celui ou ceux que j'aime. Alors je ne sais pas si ça répond à votre question, mais... Je vous en prie. Et les preuves? Et les... Que l'amour soit de bonne foi ou de mauvaise foi, ça c'est clair. On dit qu'il n'y a pas d'amour. Il n'y a que des preuves. Non, il n'y en a pas. Il y a des signes, éventuellement, mais il n'y a pas de preuves. On ne peut pas prouver à quelqu'un qu'on l'aime, puisque la même preuve vaudrait pour un amour qui serait joué, par exemple. Hein, si on considère, par exemple, qu'offrir des fleurs à ma femme tous les soirs, c'est lui prouver que je l'aime, bah, la meilleure façon de lui faire croire que je l'aime, c'est de lui offrir des fleurs chaque soir. Et dans ce cas-là, ce qui est pensé comme une preuve devient plus qu'un signe, et le signe qui cache ce qu'il ne veut pas montrer. Donc non, il n'y a pas de preuve. Le problème, c'est que aimer, c'est consentir à se passer de preuves. Quand on cherche des preuves, c'est déjà qu'on n'aime pas. C'est les jaloux qui cherchent des preuves. Hein, et le jaloux n'est pas celui qui aime trop, c'est celui qui aime mal. Donc non, il n'y a pas de preuve d'amour. Il y a des signes d'amour. Mais le problème, c'est que le signe doit toujours être interprété. Si j'offre des fleurs à mon épouse, ça ne vaut que signe d'amour que si elle le lit comme signe d'amour. Et que si elle croit que ce n'est pas pour lui cacher quelque chose que je lui offre des fleurs. Donc non, il n'y a pas de preuve d'amour. C'est ce qui fait qu'on n'échappe jamais en amour à l'ordre de la foi. Préciser? Ah. Ah oui. Alors, la définition sartrienne de la liberté est sans doute de mauvaise foi. Hein, mais parce que c'est une liberté qui, d'une certaine manière, est vide. C'est assez étonnant. Non, je crois que, au fond, qu'est-ce que c'est la liberté chez Sartre? C'est au fond une liberté pour rien, puisque c'est une liberté à laquelle je suis condamné. Quoi que je fasse, je me choisis toujours à travers ce que je fais,
Et si je suis un pacifiste qui consent à répondre à un ordre de mobilisation pendant la guerre, eh bien c'est que j'ai choisi par exemple la guerre plutôt que de prendre le risque du peloton d'exécution, c'est donc que j'ai été libre. Donc je n'y échappe absolument pas. Mais au fond, qu'est-ce qui me fait dire que cette liberté sartrienne est un petit peu de mauvaise foi? Eh bien c'est qu'elle est une liberté qui n'est tendue vers rien, qui n'a aucune raison particulière de choisir X ou Y, et qui ne se réalise que dans le choix lui-même, quel que soit ce choix. Une sorte de liberté vide de tout contenu. Je crois qu'en revanche, il y a une liberté que nous pouvons reconnaître en nous comme authentique, mais qui justement est rendue possible par justement ce qu'on a appelé cette foi, qui n'est pas forcément une foi religieuse, hein, bien évidemment, mais cette foi qui justement est liée au fait que nous ne sommes jamais pleinement nous-mêmes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si j'étais moi-même purement et simplement, si je faisais un avec moi, eh bien je ne serais pas libre, je serais condamné à être celui que je suis. La pierre, l'exemple de Sartre, est condamnée à être ce qu'elle est. Elle n'est pas libre. Elle ne peut pas se choisir. Mais c'est vrai qu'il y a une liberté que je peux expérimenter, c'est que n'étant pas moi, je dois toujours me mettre en jeu. Et il y a une mise en jeu de soi qui est bien un premier acte de notre liberté. C'est sans doute pas le dernier, parce que je peux me mettre en jeu infiniment en me jouant perpétuellement de moi-même. Et au fond, ça peut être une manière de me fuir sans jamais orienter ma liberté vers ce qu'il y aurait éventuellement de meilleur pour moi. Et je crois que du coup, cette liberté de bonne foi doit elle-même être dépassée par une liberté plus haute qui doit être ordonnée, qui doit avoir un but, si vous voulez, qui doit avoir un sens, et qui n'est liberté qu'en tant qu'elle me promet ce qu'il y a de meilleur pour moi-même, précisément au sens où Pascal dit que l'homme passe l'homme infiniment. Et le problème, c'est que cette liberté, je ne peux la mettre en jeu qu'à la seule condition d'y croire. Si je ne crois pas que l'homme passe l'homme infiniment, si je ne crois pas que ma liberté, ce n'est pas du caprice, mais qu'elle est ordonnée à ce qui me permet de construire en moi, d'édifier en moi ce qu'il y a de plus authentiquement humain, si je n'y crois pas, de toute façon, cette liberté s'effondre. Ma liberté la plus haute elle-même ne tient qu'à la foi que je lui garde. Oui. Dans l'histoire de la liberté, finalement, j'ai souvent eu des discussions entre... On a un choix qui peut être... Est-ce qu'on a vraiment la liberté du choix? Quand on a deux alternatives, est-ce que finalement toute conscience ou inconscience, est-ce que notre passé ne nous conditionne pas à faire un choix de bonne foi, qui semble être de bonne foi, mais qui est en fait conditionné par ce qu'on a été, et ce qui fait que... compte tenu de ce qu'on est. Alors, ce qu'on est, vous dites, c'est pas sûr, on est plusieurs facettes. Là, il y a toute une discussion qui fait qu'on fait le choix qu'on a, mais il était presque conditionné d'avance ou pas? Disons qu'en tout cas, la liberté du choix, telle que vous l'évoquez, n'est sans doute pas la forme la plus haute de la liberté. Au moins pour deux raisons. La première, celle que vous venez d'évoquer, en réalité, elle est souvent conditionnée. Si je vais à Darty acheter une télévision. Il y en a plein, des dizaines. J'ai donc le choix. Est-ce que j'ai la liberté du choix ou est-ce que j'ai l'embarras du choix? Bon, d'accord. Mais au fond, ce qu'on voit très vite, c'est que le choix a déjà été fait. Je n'aurai à peu près que des grands écrans, point carré, plasma, vous savez, j'aurai quasiment plus de tubes cathodiques, etc. Donc de toute façon, le choix a déjà été fait, puisque j'ai le choix entre le même type de télé, démultiplié par 10, 20, 30, 40 ou 50, à l'exclusion, par exemple, des vieux tubes cathodiques, considérés comme obsolètes, quand bien même leur image serait parfois bien meilleure que certains écrans plats. Bon.
Donc c'est vrai qu'en définitive, mon choix est pris dans un jeu social qui fait qu'il a toujours quelque chose d'un peu préorienté ou prédéterminé. Il y a une deuxième raison psychologique qui fait que ce choix, au fond, n'est jamais la plus haute forme de la liberté. C'est qu'au fond, en réalité, si on est honnête avec soi-même, Sartre le dit, je crois qu'il a raison, quand on choisit, on a déjà choisi. Ça veut dire quoi? Que l'acte que je semble choisir reflète en réalité un choix qui a déjà été fait. Je reprends l'exemple de Sartre. J'étais pacifiste, j'ai reçu mon ordre de mobilisation, j'ai hésité, puis quand même je suis allé à la guerre parce que je préfère la guerre au peloton d'exécution. Mais au fond, c'est quoi mon choix ici? Bien sûr, Sartre dit je choisis. On choisit toujours. Mais Sartre dit en même temps, ce choix a déjà été fait. C'était joué d'avance. Et l'acte que je fais, je pars à la guerre, ne fait que manifester un choix qui incidemment a toujours été fait. Il n'est pas lui-même l'expression pleine et entière d'un choix. Et alors, au risque de vous surprendre, mais j'ouvre une perspective qui n'a plus rien à voir avec ce que je viens de vous dire là, je crois que le choix le plus pur, la liberté la plus haute, je tiens ça à des gens qui s'appellent Saint-Anselme de Cantorbéry et puis Bernard de Clairvaux, et c'est de la philosophie médiévale, c'est pas à la mode, plus personne ne dit ce genre de choses, mais le choix le plus haut que nous puissions faire ne peut être que le choix qui ne correspond pas à une alternative. Parce qu'au fond, ça veut dire que dans l'hésitation, ma liberté est comme enchaînée à mes passions, à mes doutes. Hésiter, c'est au fond, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ne pas être tout à fait libre. Je ne suis vraiment libre que devant ce que je choisis, comme cela seul que je reconnais comme le bien. Je vais le dire autrement, choisir vraiment, c'est toujours choyer. Et c'est pour ça qu'au fond, l'amour est peut-être la forme la plus haute de la liberté. Parce qu'il n'est pas une manière d'hésiter, je donne ou je donne pas, je réponds pas, j'aime ou j'aime pas. Il est une manière de s'engager pleinement devant ce dont la valeur est aimée comme telle. Et là, ma liberté précisément est entière parce qu'elle n'est pas enchaînée au doute, parce qu'elle n'est pas enchaînée à une stratégie de programmation sociale et parce qu'elle n'est pas retenue par une hésitation. On est vraiment libre que quand on se lance à fond, sans restriction, avec confiance et avec foi. Pardon? Mais d'une obligation qui n'est... Hein? Oui, oui, tout à fait. Oui. Oui. C'est une liberté d'obligation totale. Oui, tout à fait. Mais d'une obligation qui n'est pas une hétéronomie, c'est-à-dire qui n'est pas au fond un lien externe, et qui n'est même pas tout à fait, en dépit de l'étymologie ici, un se lier. C'est la liberté de celui qui s'oblige pleinement et sans restriction, non au nom de la loi, mais même pas au nom de ce qu'il choisit, mais au nom de ce qu'il choisit. Oui, en tout cas, oui, mais c'est même presque ça chez la Boétie. Chez la Boétie, la servitude volontaire, c'est cela. Oui, tout à fait. J'ai une question. Oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Oui. Je suis pas vraiment tout à fait d'accord avec quand vous avez dit, par exemple, sur votre exemple sur les télévisions, qu'on n'a pas une liberté de choix totale. Par exemple, si j'ai pas envie de ce téléviseur avec écran plasma, je peux toujours sortir du magasin et trouver un autre moyen pour acheter la petite lucarne des années 80. Et c'est pour moi en fait l'essence même de la définition de la liberté d'après Sartre. Par exemple, tout à l'heure vous avez parlé du rocher sur la route. J'ai plusieurs choix. J'ai le choix d'escalader ce rocher, de le contourner ou de rebrousser le chemin en fait. Donc il y a toujours pour moi la liberté du choix. Et ça c'était mon premier point. Et en fait j'aimerais savoir aussi, est-ce que vous pensez que Sartre nous donne des indications afin d'être plus libre? Par exemple, d'après Sartre, la mauvaise foi, c'est nier sa liberté pour se rassurer. Par exemple, dans la religion, on est de mauvaise foi quand on va se réfugier dans des croyances qui sont d'après lui
comment dire, trop spirituelles ou qui sont, j'ai plus le mot, je l'avais tout à l'heure, bref, qui sont trop spirituelles. Est-ce qu'on a des indications d'après Sartre pour se sentir plus libre? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions. D'abord, la première, cette liberté du choix, je n'ai pas tenté du tout de la nier. Hein. Cette liberté du choix, elle existe. Ce que j'ai voulu dire, c'est que ce n'est pas là que se met en jeu la forme la plus haute de notre liberté. Choisir entre dessert et fromage, entre telle télé et telle autre télé, et même entre telle femme et telle autre femme, ce sont des choix. C'est bien ma liberté que j'engage, mais d'une part, bon, effectivement, il est toujours limité, puis d'autre part, au fond, ce n'est pas un choix dans lequel se joue ce qu'il y a de plus grand d'humanité. Je vais le dire autrement, ce n'est jamais un choix pour le bien, c'est toujours un choix pour le préférable. Et tant que je suis simplement ordonné au préférable, il y a quelque chose du bien que j'ai toujours, à ce moment-là, déjà refusé. Et donc, si vous voulez, cette liberté, bien évidemment, que j'évoque là comme plus haute, a quelque chose de spirituel, bien évidemment, voire de mystique, hein, mais elle est engagement pour le bien reconnu comme tel, et non pas choix entre deux biens dont l'un serait préférable à l'autre. Donc une liberté peut être réelle, sans être la plus haute que l'on puisse penser. Et donc je n'ai pas nié que la liberté du choix soit une véritable liberté, mais simplement qu'elle soit une liberté surpassable, si vous voulez. Voilà. Après, est-ce que Sartre nous donne des indications ? Ce ne serait pas tellement Sartre, hein, ce n'est pas tellement son genre. Hein, d'une certaine manière, il nous dit que notre liberté est 100 degrés. C'est-à-dire que quand il dit que quand il écrit que nous sommes condamnés à être libres, il veut dire par là que notre liberté est toujours totale. C'est-à-dire que même si je la nie dans la mauvaise foi, en me faisant croire que je ne pouvais pas faire autrement, et donc que je n'avais pas le choix, c'est encore ma liberté que j'engage totalement pour choisir précisément cette justification plutôt qu'une autre. Donc je crois que la philosophie sartrienne ne peut pas nous exposer des méthodes pour devenir plus libre. En revanche, ce sur quoi elle nous ouvre les yeux, c'est la condition d'une liberté assumée. Qu'au moins, d'une certaine manière, eh bien, je consente à reconnaître cette part de mauvaise foi, toujours déjà engagée dans mon rapport à ma propre liberté. Et c'est pour ça que ce qui est stupéfiant chez Sartre, tout le monde sait que Sartre est athée, en tout cas il prétend clairement l'être, mais j'ai travaillé il n'y a pas longtemps un texte dans lequel Sartre prend en toute bonne foi un exemple de mauvaise foi qui est effectivement un exemple tiré de l'engagement religieux d'une sœur, etc., mais qu'il décrit sans ironie, c'est-à-dire en disant, mais bien évidemment que ça se comprend, et une manière de dire que mais nous sommes tous comme ça. Ce qui vaut dans la vie conventuelle, eh bien d'une certaine manière, correspond à des stratégies qu'on trouvera dans une entreprise, dans une école de commerce, dans sa famille, etc. On est tous toujours en train d'inventer des stratégies qui nous permettent d'une certaine manière de nous sécuriser. Et ce que j'aime bien chez Sartre, c'est que du coup, ici, il n'y a pas de jugement cynique du style « Ah, la bonne sœur qui se la joue, qui se fait croire au fond qu'elle a besoin de Dieu parce qu'elle ne se supporte pas elle-même. » Non, il n'y a pas de ça chez Sartre. Il y a une manière de dire « Oui, au fond, il y a de la mauvaise foi comme partout. Et ce qui est grave, ce n'est pas le choix qu'elle fait par mauvaise foi. Ce qui est grave, c'est qu'elle refuse de voir ce qui, dans son choix, renvoie aussi à une foi qui ici n'est pas religieuse, mais si vous voulez, une manière de s'y croire et de ne pas remettre en jeu son rapport à l'institution, son rapport à Dieu, etc. Et donc du coup ici, la question de la foi religieuse tombe exactement sous le même registre que la foi telle qu'elle prend, telle qu'elle s'atteste dans une entreprise, dans une famille, dans une salle de classe, etc. Au fond, c'est la même. Une dernière question. Dernière question, alors. Donc, en fait, pourquoi l'homme il cherche réellement à se connaître, à être soi, si quelque part vous avez dit qu'il est condamné à ne jamais vraiment être lui-même? Mais parce que c'est sacrément angoissant en même temps. C'est-à-dire que ce qui est notre condition ontologique, nous ne sommes jamais nous-mêmes purement et simplement.
Ben, on peut le dire comme ça, il est 8 heures, on est confortablement installé dans une salle tout à fait sympathique, on est entre nous, on pense, on réfléchit. Bon, d'accord, mais le penser vraiment et l'accepter vraiment, c'est quand même très, très, très angoissant. Et donc, c'est normal que nous inventions chaque jour des stratégies pour nous faire croire à nous-mêmes que nous sommes l'élève que nous sommes, le professeur que nous sommes, le mari ou l'épouse que nous sommes, le consommateur que nous sommes. Il y a quelque chose de rassurant dans les jeux sociaux que l'on peut substituer impunément aux jeux que nous ne sommes jamais pleinement. Donc, du coup, il y a une sorte de mauvaise foi sociale nécessaire, encore une fois, pour se protéger, pour éviter l'angoisse. L'angoisse, Kierkegaard disait que c'est le vertige de l'âme devant le vide. Et Heidegger rattachait ça au néant, au rien. Quand j'ai peur de quelque chose, mais dans l'angoisse, ce qui m'angoisse, c'est rien. Et l'angoissé, si vous lui dites, mais enfin, qu'est-ce qui t'angoisse? Mais rien, il botte pas en touche, il dit la vérité. Il a peur de rien, mais il y a quelque chose, un rien, un vide, entre lui et lui, qui le sépare infiniment de lui et qui l'angoisse. Alors là, du coup, il y a plusieurs stratégies. Il y a des stratégies pathologiques, la névrose, l'hystérie. Il y a des stratégies de type obsessionnel. Je me fais croire à moi-même que je suis moi-même et que rien ne me changera. Bon, ben voilà. Et puis voilà, ce sont des stratégies psychologiques qui permettent de résorber l'angoisse liée à l'impossibilité d'être soi. Et puis il y a des stratégies sociales, les jeux sociaux que l'on joue. Mais au fond, que ce soit les stratégies psychologiques ou que ce soit les stratégies sociales, on peut les rattacher les unes comme les autres, justement, à cette figure de la bonne foi ou de la mauvaise foi. La mauvaise foi dans le couple, par exemple les coups de migraine, les coups de fatigue, la simulation au lit, que faut-il faire dans ce cas-là pour sauver le couple? Ah, j'en sais. Alors là, je disais tout à l'heure que je manque singulièrement d'expérience et donc je vais me permettre de botter en tout jeu. Je ne sais absolument pas. Au moins, pour se sauver soi-même, essayer de croire que l'autre ne simule pas, c'est peut-être déjà pas mal. Mais pour le reste, je suis désolé, j'en sais rien du tout.